Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre, un épisode de Nouvelle Lune. Nous allons à la rencontre d'une nouvelle mère de clan, celle qui aime toutes choses. Alors c'est une autre de mes mères de clan préférées, peut-être parce qu'elle est liée à l'été comme la précédente, la conteuse. Mais je dirais qu'avec elle, on va un pas encore plus loin dans la célébration de la vie et, euh, et de l'été, justement. Donc, j'ai choisi pour l'occasion un nouveau cadre pour enregistrer parce que je voulais un endroit plus lumineux. Aujourd'hui, c'est un petit peu gris. Et pourquoi je voulais un endroit lumineux? Parce que cette mère de clan, pour moi, elle est vraiment reliée à la joie, au plaisir, à la lumière, au soleil. D'ailleurs, sa couleur, c'est le jaune. Et c'est ce qui m'a inspiré ces boucles d'oreilles dans les tons de jaune où vous voyez probablement des soleils avec, enfin un soleil en fait divisé en deux avec ses rayons. Euh, mais on va voir que c'est aussi la mère de clan qui nous apprend à aimer nos parts d'ombre parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Pourquoi c'est important d'aimer toute chose? Eh bien parce que c'est ce qui va nous amener vers la joie, vers le bonheur. Et d'ailleurs, cet épisode sort le 14 juillet, jour de mon cercle de joie, un événement dont je vous parlerai un petit peu plus loin dans le déroulement de cet épisode. Euh, donc, on parle beaucoup d'amour aussi chez cette mère de clan. Et je me faisais la réflexion, pourquoi ça arrive au milieu, la septième, c'est vraiment le milieu du parcours sur les 13 mères. En fait, l'amour arrive au milieu parce que avec la huitième mère et celles qui suivent, on va apprendre à servir, à offrir notre contribution au monde. Et on ne peut pas servir si on n'a pas d'abord appris à s'aimer. C'est d'ailleurs dans le poème de la huitième mère, alors là je m'avance un peu, mais il y a cette idée de servir avec un cœur joyeux. Et donc pour être capable de servir avec un cœur joyeux, il faut justement réussir à cultiver la joie dans sa vie. Donc, comme toujours, je vais commencer par vous relire les enseignements et le poème, et ensuite je vous expliquerai en fait euh, comment on arrive à tout ça. Juillet, celle qui aime toutes choses, la mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir, la gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi, l'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine, la gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Son poème. Mère,
Montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des braillements d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins en soutenant la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie, en apprenant aux autres à aimer et à réparer leur cœur brisé. Donc voilà. Alors si je résume le, le contenu de tout ça, cette mère de clan nous apprend à aimer la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la vérité? C'est d'abord aimer son corps, puisque c'est la porte d'entrée des plaisirs. Aimer, c'est aussi avoir une sexualité ancrée, une sexualité dans le respect, où on s'aime soi et on aime l'autre. C'est ensuite accepter les épreuves comme des cadeaux, donc aimer aussi les choses négatives qui nous arrivent. Et enfin, aimer ses parts d'ombre, c'est ça, s'aimer sans condition. Donc, comme d'habitude, je vais passer à travers ces quatre piliers. Je vais faire quelques petites références à l'histoire de cette mère, mais si vous voulez en savoir plus, je vous réfère en fait à l'épisode de la saison 2 où je détaille toute son histoire, les différentes symboliques des animaux et de tout ce qui lui arrive. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc, on commence sans plus tarder avec la première étape que j'ai située donc à l'est de la route de médecine, qui est le plaisir des sens, l'émerveillement, l'amour de la vie, qui passe par le corps. Donc, pourquoi c'est important d'aimer son corps? Comme je disais, c'est par là qu'on ressent le monde, la vie, hein. On peut croire qu'on est une âme, effectivement, mais on est incarné sur Terre. Donc, on ne peut pas nier les plaisirs de la vie. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une des erreurs, en fait, de certaines religions, dont la religion catholique dans laquelle j'ai grandi. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche euh, de la spiritualité autochtone, qui est très animiste, qui est dans les plantes, dans la nature, dans le corps, dans la matière, en fait. Voilà. Et aimer la vie et ses plaisirs, pour moi, c'est vraiment la deuxième étape pour se réaliser pleinement. La première, c'est de se remettre en priorité, comme on l'a vu avec les quatre premières mères de clan. Et ensuite, c'est donc, de s'ouvrir au plaisir. Ça commence par renouer avec son corps. Ça, on l'a vu avec la cinquième mère de clan. De comprendre son histoire. Ça, c'était la sixième. Et là, donc, c'est vraiment d'aimer la vie et d'embrasser tous les plaisirs. Alors, comment on y parvient? Euh, pour pouvoir ressentir, il faut d'abord être présent, il faut d'abord être dans son corps. Et le problème, c'est qu'on est dans une société, une culture où on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Et justement, hier, j'ai participé à une rencontre en ligne avec Shawmiss Dominique Rankin et Marie-Jo Tardif, où ils nous parlaient d'un concept qui s'appelle Yagua, euh, que Marie-Jo traduisait souvent comme faire attention ou attention. Mais attention, en français, ça a ce petit côté négatif de attention, il y a un danger. Alors que dans la langue de Shawniss, c'est beaucoup plus large que ça. C'est plutôt sois attentif, écoute, regarde. Euh, parce il peut y avoir quelque chose de beau, de caché. Par exemple, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup quand un bébé allait sortir du ventre de la maman. Euh, C'était, oh, tu sais, c'est beau, c'est merveilleux. Puis en même temps, c'est quoi? C'est un garçon, c'est une fille, tu sais, on veut savoir. Euh, c'est quelque chose, tu te promènes dans la forêt et tu sais, il racontait son père, il voyait un oiseau ou quelque chose, il disait, Yagua. Père, regarde, qu'est-ce qu'elle a? Sois présent. Et ce que nous expliquait Shawniss, en fait, c'est que plus on a cette ouverture d'esprit, cette présence, cet ancrage dans le corps, plus on s'ouvre à l'abondance, plus on reçoit. Parce que si on n'est pas là, quand les choses arrivent, on ne les voit pas passer, on ne les ressent pas. Et moi, je trouve que l'écriture matinale, c'est un excellent moyen justement pour être dans son corps, pour revenir à soi et pour cultiver cette observation qui amène à la capacité à s'émerveiller que les enfants ont naturellement, mais que nous, en tant qu'adultes, on perd. Et j'ai retrouvé dans mes notes, justement dans mes journaux, dans mes pages du matin, un très beau passage où l'écriture et la sensualité se mènent que j'ai envie de vous lire pour vous montrer à quel point euh, cette observation nous ramène dans les sens. Alors, j'ai écrit cela le 25 mai. Ce matin, je prends le temps de décrire en détail tout ce que je ressens et observe autour de moi.
Cela a pour effet d'en prolonger les bienfaits. C'est une chose de sentir, c'en est une autre de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Cette double expérience fait perdurer les sensations et permet de s'y délecter davantage. Car si les sensations sont fugaces, l'écriture, elle, reste. Elle permet de figer dans le temps ce qui ne dure qu'une fraction de seconde. Alors voilà, j'ai choisi ce passage parce qu'on voit que quand on est dans un processus d'écriture matinale comme ça nous invite à nous poser. Puis là, en plus, c'était avec justement avec des petites phrases de journaling et je prends le temps de. Donc, juste d'écrire, je prends le temps de, ben, donc, quelque part, ça nous force à prendre ce temps. Et donc, moi, il se trouve qu'il y avait beaucoup de choses autour de moi, les oiseaux. J'écris justement ici, dans ce lieu où je suis présentement, où j'enregistre. Donc, je vois mon jardin, j'entends les oiseaux. Donc, il y a le matin, il y a la lumière du soleil qui filtre à travers la fenêtre. Donc, il y a beaucoup de choses à ressentir, hein. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que l'écriture, elle permet de prolonger ce plaisir-là. C'est ça qui est magnifique, en fait, avec l'écriture. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Euh, et puis, alors je disais hein, que cette capacité d'émerveillement, cette présence, c'est ça qui nous amène de la joie. Parce que si vous n'êtes pas dans votre corps, vous pouvez vraiment passer à côté de choses, en fait. Et comme je disais, les enfants, ils ont ça naturellement en eux. Je me rappellerai toujours ma plus jeune, à chaque fois qu'on allait à la garderie, ça prenait un temps fou, parce qu'elle s'arrêtait sur la moindre fleur, le moindre papillon, mais parce qu'elle était justement attentive, elle était dans son corps, elle observait. Et donc, marcher vers la garderie, c'était une promenade de plaisir pour elle. Et à ses côtés, j'ai appris en fait à cultiver ça parce que ça m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans la vie, en fait, cette capacité d'observation. Et un rien m'émerveille. Donc, ça m'amène à aimer la vie. Voilà. Donc, je vous invite aussi euh, à faire ça. Et puis, pourquoi je dis ça en fait? Ben, parce que on oublie en fait que la joie, c'est notre vraie nature. Que on l'a en nous, surtout quand on vit des choses plus difficiles. Euh, on peut penser en fait qu'il n'y a pas de joie dans notre vie, que, on- que tu sais, certaines personnes l'ont et certaines d'autres non. Alors oui, hein, j'avais déjà dit dans un épisode qu'une étude avait montré que, je me rappelle plus les pourcentages, mais en gros 50% venait de la génétique, dans notre capacité à être en amour avec la vie et à ressentir le bonheur. Mais le 50 autres pourcents, il y en avait quand même un 40% qui était lié à des décisions qu'on prend, notre façon de voir la vie, et seulement 10% qui est lié au contexte. Donc, si vous êtes dans une période difficile et que vous avez du mal à ressentir la joie, moi, je vous inviterais à partir en méditation, à plonger dans vos souvenirs et à vous rappeler un épisode heureux. Euh, Parce que ce qui est formidable avec le corps, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Et donc, si vous pensez à quelque chose de joyeux, il va sécréter des endorphines. Et donc, vous allez ressentir de la joie, vous allez ressentir du plaisir. Euh, et même chose si vous, vous avez des objectifs dans la vie, un rêve que vous voulez réaliser, mais vous trouvez ça difficile, puis parfois vous perdez la motivation, ben, projetez-vous dans le futur. Imaginez votre vie rêvée. Ça, c'est un exercice que j'ai vu dans plusieurs formations de développement personnel en entrepreneuriat. Je crois que ça vient de Joe Dispenza, cette technique, mais de visualiser pour ressentir les émotions de joie, de plaisir, de bonheur, de satisfaction qu'on aura une fois ce rêve réalisé. Euh, et là encore, ça va sécréter des endorphines, donc ça va nous motiver euh, et nous pousser en fait à avancer parce que je suis convaincue que la joie, le plaisir, c'est notre moteur. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus dont je vous remettrai le lien, euh, à quel point c'est plus efficace en fait de carburer au plaisir et à la joie que aux obligations, aux injonctions, etc. Puis une fois qu'on s'est ouvert à la joie, ben, c'est important de la nourrir. Euh, la nourrir, c'est aussi la laisser entrer. Donc, c'est là où la capacité d'émerveillement rentre en jeu. Mais c'est aussi choisir de ce qu'on laisse entrer. Si je laisse entrer dans ma vie seulement des pensées négatives, ben, je vais générer des choses négatives autour de moi. Et nourrir la joie, c'est se donner tout, hein. C'est ce que je me dis, se donner tout. C'est s'offrir des fleurs, se faire des compliments, prendre soin de soi, etc. Euh, et justement, parce que je veux me donner tout et que je décide de mettre en application tout de suite ces enseignements, j'ai décidé de ne pas enregistrer à l'avance
l'épisode en solo de la huitième mère qui va sortir pendant mes vacances parce que justement, je veux profiter pleinement de mes vacances. Donc, je vous annonce dès maintenant que ce sera une rediffusion de la saison 2 et qu'il y aura ensuite une entrevue avec deux femmes qui se sont reconnues dans cette huitième mère. Donc, voilà. Une fois, en fait, quand c'est ouvert à la joie, qu'on l'a nourri, on peut s'ouvrir à l'abondance de Mère Nature et créer à partir d'elle. Et c'est exactement ça que je veux vous montrer, vous faire ressentir, vous faire vivre lors de mon cercle de joie du 14 juillet. Alors, je vous en parle encore parce que cet épisode va sortir tôt le matin et mon cercle a lieu en soirée. Donc, je laisse les inscriptions ouvertes jusqu'à midi, donc il est toujours temps de vous inscrire. Moi, je rêve qu'on soit 12 ou 13 comme les mères de clan, parce que plus on est de fous, plus on rit, la joie, c'est communicatif. Alors ensuite, euh, si on passe au sud de la roue de médecine, aimer toute chose, aimer la vérité, c'est avoir une sexualité ancrée, c'est-à-dire aimer son corps et ses plaisirs et avoir un rapport à la sexualité qui est dans l'amour pour soi et pour l'autre. Donc dans la première partie, on était plus dans la sensualité, hein, le plaisir des sens, l'ouverture des sens. Là, on est plus dans la sexualité. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec la créativité. D'ailleurs, dans l'entrevue l'an dernier avec Geneviève Bessette, qui était ma septième mère de clan, elle avait beaucoup parlé de cette différence entre sensualité et sexualité. Et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert quand j'ai écrit mon chapitre dans Là où poussent les lotus sur le chakra sacré. Donc c'est vraiment en plus le chakra de la sexualité, mais c'est aussi le chakra de la créativité. Et en écrivant mon histoire de maternité, euh, qui est liée aussi au chakra sacré, puisque quand on enfante, quand on est mère, on est créatrice de vie. Euh, je me suis rendu compte en fait à quel point les trois étaient liés. C'est un petit peu ce que je veux que je veux vous amener à voir ici et à mettre en application. Comment retrouver le chemin vers le désir, vers les plaisirs, hein. C'est pas toujours évident quand on est maman. Mais c'est important parce que, comme je le disais, une sexualité sacrée, c'est une puissance de création infinie. D'ailleurs, dans le tantra, euh, il y a il y a des gens qui arrivent à vivre des extases incroyables euh, grâce justement parce qu'ils mettent en application en fait cette sexualité sacrée jusqu'au bout. Et pourquoi je vous parle de tantra? Parce qu'en fait c'est en lien avec mon invitée du mois, Julie Isabelle, celle avec qui j'ai fait la retraite Ose danser tes archétypes, dont j'ai parlé dans l'épisode de la saison 2, une retraite incroyable. Et c'est vraiment une passionnée, une experte de tantra. Et le tantra, c'est justement un des outils que moi j'ai utilisé pour retrouver le chemin vers mes désirs, vers mon plaisir, parce que justement dans mon chapitre, j'explique à quel point j'avais perdu toute libido, tout désir, etc. quand j'étais mère à cause de toute la charge mentale, mais aussi des changements dans le corps. Et comment ce chemin de retour vers le plaisir, vers ma sexualité, euh, m'a ramené à ma créativité, en fait. Donc, première étape, donc revenir dans son désir, dans son plaisir. Alors, il y a les œufs de Yoni, dont j'ai déjà parlé également, qui sont très, très, très puissants. Euh, la danse, pour moi, là, ça me ramène dans le corps, dans le plaisir, etc. Et donc, le tantra. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter plus en profondeur avec mon invité dans 2 semaines. Je vous avais donné d'ailleurs pas mal de ressources sur le tantra, la sexualité sacrée, dans le descriptif de l'épisode de la saison passée, donc je vous y renvoie. Mais j'en ai aussi plusieurs dans un e-book justement où je parlais de tout ce que je vous ai dit en première partie, la capacité d'émerveillement, renouer avec le plaisir des sens, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour vous le procurer parce que j'ai mis aussi dans la bibliographie beaucoup de ressources justement sur ce sujet. Alors, il y en a une que j'ai découvert récemment, une pratique que j'aime beaucoup, qui s'appelle le jeu des 3 minutes. Alors, je me rappelle plus de qui c'est, mais je vais faire mes recherches, puis je vous mettrai le lien dans l'épisode. Euh, c'est un jeu, en fait, que j'ai pratiqué avec mon mari, qui vise à
à travailler le consentement, la communication dans le couple, mais aussi à découvrir ce qui nous plaît moins, quelles sont nos limites, quelles sont nos barrières, nos fantasmes, etc. Et en fait, ça consiste à demander à l'autre, ben voilà, pour les 3 prochaines minutes, je voudrais que tu me fasses ci, que tu me caresses, que tu me touches de cette façon. Et l'autre, bien sûr, a le droit de dire oui ou non, de mettre ses limites parce qu'il y a des touchés qui peuvent le déranger. Donc ça apprend justement, ça nous enseigne à mettre nos limites, à discuter, à trouver un terrain d'entente, mais aussi à se questionner sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas recevoir, et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas offrir. Parce que dans la deuxième partie, là, cette fois, on demande à l'autre, comment voudrais-tu être touché dans les 3 prochaines minutes? Et parce qu'en fait, ça nous permet, il y a 4 axes que ça nous permet d'explorer, c'est-à-dire toucher l'autre pour son plaisir, à un endroit qui nous fait plaisir à nous, mais pas nécessairement à lui, mais qu'il accepte. Toucher l'autre pour son plaisir à lui, à sa demande. Et donner quelque chose à l'autre parce que ça nous fait plaisir et recevoir quelque chose de l'autre parce que ça nous fait plaisir ou parce que ça lui fait plaisir à lui. Donc, il y a vraiment, on travaille vraiment sur plein d'aspects et c'est très, très, très agréable, enrichissant en fait comme exercice. D'ailleurs, c'est pas seulement lié à la sexualité, ça peut se pratiquer d'une autre façon, euh, même si ça a été conçu dans cet esprit. Donc voilà, un petit exercice à essayer. Et pourquoi c'est important en fait cette sexualité ancrée, je l'ai dit un peu au début, hein, c'est que assumer ses désirs, c'est vraiment retrouver son pouvoir. C'est ce que j'ai vécu lors de la retraite de Tantra dans C'était archétypes l'an dernier, et c'est ce qui fait qu'un an plus tard, j'ai osé monter un numéro de burlesque pour me dénuder devant le monde. Et pour moi là, c'était vraiment, j'étais dans ma puissance, j'étais dans mon plaisir, je me sentais souveraine et je sais que ça a touché beaucoup de femmes parce que bah, oser faire ça, ça veut dire qu'on assume complètement son corps. Et j'avais pas vu ça. En fait, moi, je l'ai vraiment fait pour le fun. Mais je pense que c'est tout ce cheminement, en fait, à travers euh, euh, tous les pratiques dont je vous ai parlé, qui m'a amené à cela. Il y a d'ailleurs un autre podcast que j'ai découvert, un podcast d'une Française qui s'appelle Vulvé, euh, qui, où elle nous explique, enfin il y a plein, c'est très riche, hein, il y a beaucoup de choses dans ce podcast, mais il y avait un épisode en particulier qui parlait du fait que le pouvoir sexuel était une force de manifestation incroyable. Euh, que je vous disais un petit peu au début par rapport au tantra. Euh, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, plus je renouais avec ma sexualité, plus j'avais de joie, plus je créais de l'abondance, et plus au niveau entrepreneurial aussi, c'était le fun, plus j'avais de créativité, enfin c'était une espèce de cercle vertueux. Euh, donc voilà, donc je ne peux que vous encourager à le faire. Alors voilà, on arrive maintenant à l'ouest et vous savez que l'ouest, c'est toujours une direction plus difficile. Euh, c'est là où on apprend que aimer la vérité, c'est aussi accepter les épreuves, le deuil et pardonner. Euh, Justement, dans son entrevue avec moi, Julie Isabelle, mon invitée, elle disait, tu sais, c'est facile d'aimer le plaisir, mais aimer les épreuves et les choses moins agréables, ça, c'est plus difficile. Mais aimer toute chose, c'est ça. C'est tout aimer, tout ce qui nous arrive. Mais là, ça demande d'accepter ce qui se passe, de pardonner. Euh, dans le conte, la septième mère, en fait, qui a toujours eu cette capacité d'émerveillement, qui a connu le plaisir toute sa vie, qui a eu une sexualité ancrée avec son compagnon, elle finit par perdre ce compagnon et par vivre un deuil. Et là, elle tombe dans une espèce de dépression, elle broie du noir, etc. Et en fait, son chemin de guérison, bah, c'est d'apprendre à accepter aussi ça, que la vie, c'est pas toujours tout rose et qu'il y a des choses négatives qui nous arrivent, mais qui sont quand même là pour notre bien. Euh, et c'est un petit peu ce que j'ai vécu en fait avec la maternité, parce que en fait moi c'est grâce à mes enfants euh, que j'ai réussi à renouer avec ma capacité d'émerveillement, avec ma vraie nature. Moi aussi j'ai dû faire un deuil, c'est celui de la mère parfaite. Euh, c'est ce dont je parle dans mon chapitre des lotus, et c'est l'écriture, moi, qui m'a permis d'accepter cela, d'accepter ces parts d'ombre. Et c'est ça qui m'a permis en fait de laisser jaillir ma lumière, de renouer avec ma joie,
de vivre naturel. En fait, j'ai toujours été une enfant joyeuse, optimiste, etc. Et c'est de là que m'est venu d'ailleurs le cercle de joie, hein. J'en parle à la toute fin de mon chapitre. Je dis que je voulais justement offrir des cercles de joie, des cercles de lumière, parce que tout ce que j'ai vécu, en fait, ben, ça en valait la peine, vu qui je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, que peu importe ce que vous traversez, que ce soit en lien avec la maternité ou non, que vous soyez capable de retrouver votre essence, votre joie profonde, euh, euh, et, 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 et de faire ce que vous aimez dans la vie, en fait. Donc voilà, ce thème du deuil, on aura l'occasion de l'approfondir plus avec la huitième mère de clan, puisque c'est celle qui nous apprend que la mort fait partie de la vie. Donc là, on va aller un petit peu plus loin avec la guérisseuse. Euh, on va parler de deuil, mais pas seulement de deuil de l'amour, hein, mais un deuil au sens large. Parce que, comme je vous disais, pour être capable de servir avec un cœur joyeux, il faut d'abord guérir et comprendre que la mort fait partie de la vie, que le positif et le négatif cohabitent, l'ombre et la lumière cohabitent. Et c'est cela, en fait, qui va nous permettre euh, de trouver l'unité et d'arriver à l'amour inconditionnel. Et c'est ce à quoi on arrive dans la direction nord, l'amour inconditionnel, qui, chez la septième mère de clan, signifie réunir toutes les parties de soi. Parce qu'une fois qu'on a accepté le beau comme le moins beau, on est capable de tout réunir. Et quand je vous disais d'accepter ces parts d'ombre, hein, euh, ce qui était difficile pour moi euh, quand j'ai eu ma première fille, en fait, c'est qu'elle me renvoyait à tous les parties de moi qui manquaient d'amour, hein. J'ai relu ça hier en relisant la première partie de mon manuscrit, hein. C'était parmi les premiers articles que j'ai écrits. Euh, Ce manque d'amour envers elle était en fait un manque d'amour envers moi. Elle me renvoyait les parties de moi que je n'aimais pas pour les guérir, justement, pour y remettre de la lumière, de l'amour, parce que c'est toujours plus facile euh, d'avoir un amour inconditionnel pour l'autre, surtout ses enfants, hein. On les aime avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Mais l'amour inconditionnel envers soi, c'est toujours plus difficile parce qu'on n'a pas forcément, nous, reçu justement d'amour inconditionnel où on s'est fait juger, critiquer. Et donc, on a développé, on a acheté tout ça pour argent comptant et on a développé ben, des croyances qui font qu'il y a des parties de soi qu'on aime, qu'on aime moins. Même chose avec le corps. Il y a des parties du corps chez soi qu'on aime moins, qu'on veut cacher. Et c'est là où je trouve que le burlesque, c'est génial, c'est qu'on montre tout. On montre tout. Et donc mais pour être capable de le faire, ça nous oblige, en fait, à vraiment aimer tout. Et pourquoi je vous reparle du burlesque, en fait, ça vient de me popper parce que dimanche, j'ai assisté, pardon, au showcase classe B de Arabesque Burlesque, l'école où je prends des cours. Et il y avait vraiment de tous les corps, de tous les âges. Il y avait même un homme, parce que le burlesque, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de règles. Enfin, oui, il y a quelques règles minimales, mais c'est vraiment un empuissancement. C'est tu prends le stage et tu montres qui tu es, tu assumes qui tu es, tu montres ton corps euh, parce que tu l'aimes en fait. Puis en faisant ça, tu invites les autres à en faire autant. Et d'ailleurs, le spectacle avait lieu au Lion d'Or, qui est une scène beaucoup plus grande que The Wiggle Room, où ont lieu d'habitude les spectacles burlesques, parce que justement, les professeurs voulaient laisser libre cours à la créativité des élèves. Ils voulaient qu'ils puissent avoir le setup de rêve, en fait. Et alors, on a eu toutes sortes de propositions, une extraterrestre burlesque, on a eu un cow-boy, on a eu des mariés, enfin, c'était vraiment wow. C'était vraiment, pour moi, une ode à l'amour de la vie dans toutes ses facettes. Donc voilà. Donc, comme je disais, ça nous amène au nord, à l'amour inconditionnel. Euh, ben, pour arriver justement à réconcilier toutes ces parties, ça demande un travail sur soi. Ça demande un travail sur soi. Et souvent, c'est justement les gens qui nous déclenchent qui sont ceux qui ont le plus à nous en apprendre sur nous. Donc moi, ça a été le cas avec ma fille, mais ça m'arrive encore avec certaines personnes. Euh, Quand ça m'arrive, hein, j'ai tendance à me fermer, à la juger, à critiquer, alors qu'elle est en train de me montrer les parties de moi qui ont encore besoin d'amour.
Et il y a une phrase que je trouve très puissante qui aide justement à revenir dans l'amour, qui est: que ferait l'amour à la place? Que ferait l'amour à la place? Et cette phrase, je l'ai utilisée en pensant à une personne en particulier qui me rappelait mon père, parce qu'elle avait un trait de caractère que je n'aimais pas chez mon père. Et, et là, j'ai compris en fait pourquoi au début, quand mon père voulait lire mon livre, je ne voulais pas. J'avais peur qu'il soit beaucoup dans le jugement, dans le critique, que du coup il vienne jouer dans ma confiance en moi, etc. Euh, et là, je me suis dit, que ferait l'amour à ma place? L'amour lui tendrait le livre parce que j'ai besoin d'accepter euh, ces critiques ou ces jugements, parce que même si elles viennent toucher à certaines blessures, il y a une part de vérité dedans. Et s'aimer, c'est aimer la vérité, justement. Euh, et d'ailleurs, je suis très contente de l'avoir fait. J'ai reçu des commentaires très, très pertinents, en fait, et pas seulement de lui. Donc voilà. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de bien sans mal. Et là, je vous ramènerai à l'image du soleil dont j'ai parlé au début, hein, à laquelle est liée cette mère de clan. Euh, quand j'ai fait ces boucles d'oreilles, en fait, j'étais très insatisfaite au début. Parce que bah, j'ai choisi un motif compliqué, puis c'était pas comme sur l'image, puis vous voyez, je me suis un peu trompée dans les longueurs, parce que j'ai voulu faire différent, et, euh, et c'est venu me chercher, c'est venu me faire travailler, mais c'est ça qui est merveilleux avec le perlage, hein. C'est pas juste une activité créatrice, ça vient me faire travailler, ça vient jouer en dedans. Euh, et puis, bon, j'en avais fini une, fait que je l'ai mise à mon oreille, puis je suis allée me voir dans le miroir, et là, j'ai vu la beauté dans son imperfection. J'ai vu à quel point elle brillait, j'ai vu que ça lui donnait une forme différente, qu'elle se tenait bien droite, du coup on voyait le soleil et ses rayons. Et j'ai fait, OK, j'ai compris la leçon, donc je vais continuer la deuxième, puis je vais la faire avec ces mêmes imperfections, ces mêmes imperfections. Euh, donc ça m'a rappelé en fait que il y a de la beauté dans tout. Il y a vraiment de la beauté dans tout. Et que l'ombre et la lumière, en fait, ne vont pas l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, dans une infolettre que j'avais reçue sur le solstice d'été, euh, Marie-Jo Tardif nous rappelait justement euh, à quel point la lune fait partie du soleil, en fait, parce que dans la langue anishinaabe, le soleil se dit Kisis et la lune Tibi Kisis. Euh, ce qui veut dire littéralement le soleil de la nuit. Donc la lune, l'ombre, en fait, est aussi un soleil. Euh, et que ben, pour atteindre l'unité en soi, euh, il nous faut accepter et la lumière et l'ombre, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. Et tant que l'un se bat contre l'autre, on n'atteindra jamais l'amour de soi, on n'atteindra jamais l'unité en soi, en fait. Euh, et aimer toutes ces facettes, c'est ça qui permet de briller complètement, comme on l'a vu avec la sixième mère de clan, en fait, et d'être au service des autres. C'est ce que j'ai fait avec mon numéro de burlesque, où j'ai osé porter une couleur que je n'aimais pas, hein, le rouge. Mais pourquoi j'avais du mal avec le rouge? Je l'ai expliqué dans la saison 2. C'est parce que c'est une couleur qui représente l'audace, une couleur que je jugeais beaucoup, hein. C'est très matu vu, c'est très, tu sais, c'est la couleur du attention aussi, du feu rouge, mais de la femme fatale aussi. Puis et ça me renvoyait une image de moi que j'aimais pas, mais pourtant je porte cette audace en moi. J'ai ce côté un petit peu justement fonceur, qui parle fort, qui veut prendre sa place. Et moi, je le jugeais négativement. J'avais l'impression de faire de l'ombre aux autres, mais il y a des femmes que ça inspire. Donc, en osant moi-même remettre de l'amour là-dedans, puis accepter que cette audace fait partie de moi, que c'est une force, euh, eh bien, je permets à d'autres femmes, en fait, de l'assumer, puis d'oser elles aussi briller.
Et d'ailleurs, depuis que j'ai fait ce numéro, je ressens vraiment un shift identitaire et j'ose de plus en plus être moi et aller plus loin. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai invité Julie Isabelle à participer à mon balado, parce que pour être honnête, c'était mon premier choix l'an dernier, mais j'ai pas osé lui demander. Je me suis dit, tu sais, qui je suis pour le, tu sais, elle est quand même, elle passe dans plusieurs émissions, elle est quand même, ça fait quand même des années qu'elle fait ça, elle est quand même réputée dans le monde du tantra. Euh, et finalement, elle a accepté. Et c'est aussi pour ça que j'ai osé louer un espace pour mon cercle de joie. C'est quelque chose qui me faisait peur, parce qu'il y a des frais, puis si les gens s'inscrivent pas, puis ci, puis ça. Et puis finalement, ça s'est rempli, parce que j'ai osé aller plus loin, j'ai osé offrir ce que j'avais vraiment envie d'offrir. Donc, voilà. S'aimer inconditionnellement, euh, ça va créer l'unité en vous, mais ça va aussi vous permettre de servir le monde de façon encore plus. Waouh. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Alors, pour terminer, comme toujours, je vais vous proposer une pratique de journaling avec des phrases qui vont beaucoup nous ramener dans le corps, dans les sensations, justement. Donc, je vais avec la première phrase. Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, je me sens. Mon corps est. Mon corps est. J'ouvre mes sens et. J'ouvre mes sens et. J'ai envie de. J'ai envie de. J'ai du plaisir quand. J'ai du plaisir quand. J'aime mon corps et. J'aime mon corps et. J'accueille mes émotions du moment et. J'accueille mes émotions du moment et. Je me pardonne si. Je me pardonne si. Et la dernière, ma préférée. Je m'aime assez pour. Je m'aime assez pour. Trois petits points. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mettrai ces phrases dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez le goût de me les partager, n'hésitez pas, j'adore vous lire. Et je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Donc, entrevue avec Julie Isabelle le 29 juillet, rediffusion de l'épisode de la 8e ère de clan de l'an dernier à la mi-août. Et on se retrouve fin août pour l'entrevue avec mes deux 8e mères de clan. D'ici là, je vous invite, puisque l'été, on a plus de temps, si vous cherchez de la lecture, je vous invite à vous procurer mon exemplaire des Lotus, hein, que vous pouvez acheter en ligne. Je vous remettrai le lien encore. Et fin août aussi, je vais participer donc au Salon de l'éveil de Laval. Donc, si vous avez envie de venir me voir, ça va être là aussi une étape de plus pour moi, hein. J'ose encore plus me montrer et montrer en fait l'artiste que je suis, puisque je vais être en séance de dédicace pour mon livre le samedi matin. Et je vais avoir un kiosque avec Sophie Chanel aux Sisters le dimanche toute la journée pour vendre, en fait, parler de mes projets artistiques et vous inviter, vous aussi, à renouer avec votre créativité. Et évidemment, le tout premier rendez-vous que je vous rappelle, c'est le cercle de joie qui va avoir lieu ce soir, pour lequel j'ai très, très, très hâte. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bon été, profitez-en, hein, si c'est un moment où vous êtes en vacances, profitez de la vie, essayez d'expérimenter un petit peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et merci, merci beaucoup de votre écoute. Bye tout le monde. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse, ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca
pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode, ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!